Viktor Orban, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est un poison mortel pour l'Europe. Viktor Orban est l'un des leaders européens qui a un réalisme sur le dossier ukrainien, qui n'agit pas par sentiment ni par émotion, et qui a compris que l'Ukraine est un poison pour l'Europe à tous les domaines économiques, social, militaire et politique, et aujourd'hui les événements lui donnent raison. C'est en effet la position que Viktor Orban défend depuis le début du conflit. Un refus catégorique d'une implication directe de l'UE dans la guerre, une opposition à l'adhésion rapide de l'Ukraine et une dénonciation des sanctions économiques jugées contre-productives. Il adopte une posture de pragmatisme en mettant en avant les intérêts économiques et stratégiques de la Hongrie, tout en plaidant pour une solution négociée plutôt qu'une escalade militaire. Ses mises en garde sur l'impact économique et social de la guerre, notamment en termes de flux migratoires, de risques financiers et de dépendance énergétique, semblent trouver un écho grandissant en Europe, à mesure que les conséquences de la crise se font ressentir. Cependant, cette approche le place aussi en porte-à-faux avec la majorité des dirigeants européens qui considèrent l'Ukraine comme un rempart face à la Russie et une cause à défendre au nom des valeurs démocratiques et de la souveraineté des États. Cependant, c'est très facile d'envoyer les enfants des autres à l'abattoir, comme font Macron, Joe Biden et les autres. Regarde le résultat de Koursk. Est-ce que les autres pays finiront par se ranger du côté de la Hongrie sur ce dossier? Suivons les propos de Viktor Orban lors d'une émission politique. La semaine dernière, après le sommet européen, vous avez annoncé que le gouvernement organiserait un vote consultatif sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Jerzy Gulia a déclaré hier que chaque citoyen recevrait un bulletin avec une seule question. Peut-on déjà savoir quelle sera cette question et quelle sera la procédure pour ceux qui répondront? Le gouvernement a pris une décision sur les détails techniques, mais la formulation exacte de la question a été confiée au ministre compétent. Tout le monde a déjà vu une consultation nationale. C'est le même principe, à la différence près que cette fois, au lieu de poser une dizaine de questions, il n'y en aura qu'une seule. Elle sera simple comme bonjour. Certains critiques de ce vote affirment qu'il est inutile, car l'Ukraine ne rejoindra pas l'Union européenne avant plusieurs décennies. Quelle est votre opinion? Pensez-vous que Bruxelles est réellement déterminée à faire entrer l'Ukraine dans l'UE d'ici quelques années? Hier ou avant-hier, la présidente de la Commission européenne a déclaré devant le Parlement européen que cela devait se produire d'ici 2029 ou 2030, donc d'ici la fin de son mandat. Nous ne devons avoir aucun doute, la position officielle de Bruxelles aujourd'hui est que l'Ukraine doit être intégrée aussi vite que possible. Quand ils disent cela, ils parlent d'un délai de 1 ou 2 ans. N'oublions pas non plus qu'une autre décision a été prise. À l'exception de la Hongrie, tous les autres États membres soutiennent la poursuite de la guerre. La majorité à Bruxelles reste favorable à la guerre, alors qu'à l'échelle du monde occidental, notamment sous l'influence des États-Unis, une majorité favorable à la paix commence à émerger. Mais l'offre de Bruxelles est très simple. L'Europe a décidé que l'Ukraine doit continuer à se battre. En échange, elle bénéficiera d'une adhésion accélérée à l'UE. Mais cela nous ruine. Je pense que cela détruira l'Union européenne tout entière, mais cela m'importe peu en tant que Hongrois. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il advient des Hongrois. Et la réalité, c'est que cela nous détruit. C'est pourquoi nous devons en parler sérieusement. Bruxelles est loin de l'Ukraine, mais la Hongrie, elle, est à un jet de pierre, juste à côté. Ainsi, dans notre cas, les conséquences sont bien plus évidentes, directes et rapides. Nous ne devons pas permettre à quelques technocrates à Bruxelles de décider depuis leur bureau, sur papier, si l'Ukraine peut devenir membre de l'Union européenne ou non. C'est à nous, citoyens hongrois bien ancrés dans la réalité, de prendre cette décision. Nous en avons d'ailleurs le droit, car selon les traités fondamentaux de l'Union européenne, aucun pays ne peut devenir membre sans l'accord de tous les États membres. La Hongrie a donc un droit de veto sur cette question. Depuis l'annonce de la semaine dernière, de nombreux aspects du sujet ont été abordés dans la presse hongroise concernant l'adhésion de l'Ukraine. Des questions financières, sécuritaires, agricoles, etc. Selon vous, quels éléments les Hongrois devraient-ils prendre en compte lorsqu'ils répondront à la question de savoir si l'Ukraine doit ou non rejoindre l'UE? Les Hongrois sont un peuple diversifié. Même une seule personne peut avoir plusieurs opinions. Alors imaginez une nation entière. Je recommande donc que chacun aborde cette question en fonction de son propre mode de pensée. Il y a évidemment des considérations économiques, des questions liées au marché du travail, des préoccupations sanitaires,
des enjeux de sécurité publique, de protection des frontières, sans oublier les aspects militaires. Il est clair que la plupart des gens s'intéressent avant tout aux arguments économiques. Pour ma part, je peux affirmer avec pleine responsabilité que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne détruirait l'économie hongroise. Qu'est-ce qui explique cette précipitation de Bruxelles à intégrer l'Ukraine? Vous avez mentionné que l'un des arguments est que l'Ukraine doit continuer à se battre. Mais un analyste, présent ici juste avant vous, a également fait un parallèle avec les pays des Balkans occidentaux qui attendent depuis bien plus longtemps leur adhésion à l'UE et semblent en être encore très éloignés. La Serbie, par exemple, pourrait être intégrée dès demain matin et cela ne nous causerait aucun tort. Au contraire, cela nous apporterait d'énormes avantages économiques. Ce serait bénéfique pour toute l'Union européenne, mais surtout pour la Hongrie, puisque nous sommes voisins. Il en va de même pour la Macédoine du Nord et le Monténégro. Leur adhésion serait un atout considérable pour la Hongrie, car ces pays appartiennent à notre région. Cela ouvrirait des opportunités économiques extraordinaires. Ce n'est pas un hasard si la Hongrie est l'un des principaux défenseurs de l'intégration des États balkaniques. Mais c'est une toute autre affaire. On ne peut pas comparer ces pays, leur niveau de développement, leur mode de fonctionnement ou leurs perspectives d'avenir avec une Ukraine ravagée par la guerre, qui ne ferait qu'absorber de l'argent sans rien apporter en retour. Alors que la question de l'adhésion de l'Ukraine est au centre des débats en Hongrie, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à renforcer le soutien financier et militaire à l'Ukraine. Ce texte prévoit notamment que chaque État membre consacre un pourcentage déterminé de son PIB à l'aide à l'Ukraine. Que pensez-vous de cette proposition? C'est une absurdité. Le point de départ est erroné. La majorité du Parlement européen, qui a voté cette résolution, affirme que l'avenir de l'Europe se joue sur le champ de bataille. Mais ce n'est pas le cas. L'avenir de l'Europe ne peut pas se décider sur le champ de bataille, car aucune solution ne peut y être trouvée. La seule issue possible passe par des négociations. C'est pourquoi nous devons œuvrer pour la paix et le dialogue. Mais eux ne le voient pas ainsi, ils veulent la guerre. Cette division se reflète aussi dans la politique hongroise. Comme en Europe, il existe en Hongrie deux types de partis. Les partis favorables à la paix et les partis favorables à la guerre. Cette répartition correspond d'ailleurs à celle du Parlement européen. La gauche hongroise traditionnelle, comme le parti DK, appartient aux socialistes européens, qui sont tous pro-guerre et veulent la poursuite du conflit. Il y a aussi le parti TISA, qui fait partie du Parti populaire européen. Nous avons quitté ce groupe parce que nous en avions assez d'eux. Je ne vais pas revenir sur cette vieille histoire. Eux, en revanche, y sont entrés. Le Parti populaire européen est l'un des plus bellicistes du Parlement européen. Tous ses membres soutiennent la guerre, y compris le parti hongrois qui en fait partie. Ainsi, les deux principaux partis d'opposition en Hongrie, DK et TISA, bien qu'appartenant à des groupes différents, sont tous deux favorables à la guerre. Face à eux, il y a nous, les membres du Fidesz et du KDNP. Pour être juste, je dois aussi mentionner le parti Miazank, qui est également du côté de la paix au Parlement européen. C'est cette même division qui existe en Hongrie et à Bruxelles. Le document adopté par le Parlement européen demande aux États membres d'intensifier leur soutien à l'Ukraine et contient notamment un passage qui condamne fermement le gouvernement hongrois pour avoir menacé de bloquer le renouvellement du cadre des sanctions de l'UE. Un sommet européen est prévu la semaine prochaine. Quelle doit être la réponse des chefs d'État et de gouvernement à cette résolution du Parlement européen? Les députés européens et les chefs de gouvernement avancent main dans la même direction. Ainsi, les premiers ministres qui gouvernent avec une coalition socialiste populaire sont favorables à la guerre. La Hongrie et la Slovaquie, en revanche, sont clairement opposés à la guerre. Je m'attends à un débat très intense et difficile. Nous arrivons à la fin de notre temps. Je ne veux pas trop m'éloigner du sujet. Mais il faut aussi souligner que la question clé du développement de la défense européenne, qui sera discutée en tant qu'un des aspects de la guerre en Ukraine, est de savoir comment nous allons le financer. Financer l'Ukraine, son armée, mais aussi nos propres industries de défense. Il y a deux camps au sein de l'Union européenne. Le premier dit, bien sûr, faisons-le, même ensemble. Chacun contribue à hauteur de ce qu'il peut depuis son propre budget national. L'autre camp dit, non, empruntons des sommes gigantesques, des méga-prêts en commun, et toute l'Union européenne garantira le remboursement de ses dettes. La constitution hongroise est très claire sur ce sujet, ce n'est pas possible. Ou du moins, cela ne serait envisageable que si la Hongrie acceptait de s'engager dans une spirale d'endettement à long terme.
Et à mon avis, ce serait extrêmement dangereux. Un tel engagement ne pourrait être pris que si les 2/3 du Parlement hongrois l'approuvaient. C'est pourquoi le Parlement hongrois doit se prononcer sur cette question avant le sommet européen de jeudi, afin que j'aie un mandat pour défendre l'une ou l'autre position. Personnellement, je défends l'idée que la Hongrie ne participe pas à cette prise de dette commune qui endetterait non seulement nos enfants, mais aussi nos petits-enfants. Je pense que la Hongrie ne doit pas s'y associer. Nous devons bien sûr participer à la politique de défense commune, contribuer financièrement à cette défense collective, mais en aucun cas nous ne devons mutualiser ces dettes. Les propos de Viktor Orban sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne offrent plusieurs enseignements applicables à la vie personnelle et professionnelle. D'abord, il rappelle l'importance du réalisme et de la lucidité. Dans un monde où les décisions sont souvent guidées par l'émotion ou la pression extérieure, savoir analyser les faits de manière rationnelle et indépendante est une clé de réussite. Apprendre à se détacher des discours dominants pour se concentrer sur les véritables enjeux permet d'éviter les erreurs stratégiques. Dans le domaine professionnel, cela signifie prendre des décisions sur la base de données concrètes et d'analyses objectives, plutôt que de suivre aveuglément les tendances ou de céder à la pression sociale. Ensuite, la capacité à défendre une position impopulaire, mais réfléchie, est essentielle. Dans le milieu professionnel comme dans la vie personnelle, il arrive souvent d'être minoritaire dans ses opinions. Savoir les assumer avec clarté et conviction est une qualité précieuse qui inspire le respect et la confiance. Les grandes figures de l'histoire, qu'il s'agisse d'hommes politiques, de chefs d'entreprise ou de scientifiques, ont souvent dû faire face à une forte opposition avant que leurs idées ne soient reconnues comme justes. Il en va de même dans une entreprise. Savoir argumenter et rester ferme face aux critiques, tant que l'on est certain de son raisonnement, est un atout majeur. L'analyse de la situation montre aussi l'importance de la souveraineté dans la prise de décision. Cela vaut pour les États, mais aussi pour les individus et les organisations. Dans un monde globalisé où les influences extérieures sont nombreuses, conserver une certaine autonomie et éviter de dépendre excessivement des décisions des autres est un facteur clé de succès. Pour un pays, cela peut se traduire par une indépendance énergétique, économique ou militaire. Pour une entreprise ou un individu, cela signifie ne pas être trop dépendant d'un seul client, d'un seul employeur ou d'une seule source de revenus. Un autre enseignement est la nécessité de mesurer l'impact à long terme de chaque décision. Dans le contexte politique, l'adhésion d'un pays à l'Union européenne n'est pas seulement une question symbolique ou immédiate, mais un engagement qui transforme profondément l'économie, la politique et la société des États membres. De la même manière, dans la vie quotidienne, il est crucial d'anticiper les conséquences futures des choix que l'on fait aujourd'hui. Que ce soit dans la gestion de ses finances personnelles, l'orientation de sa carrière ou la définition de ses objectifs, penser à long terme permet d'avancer avec plus de maîtrise et de sécurité. La question de la gestion des ressources est également un élément clé. Viktor Orban met en avant les risques économiques liés à l'adhésion de l'Ukraine, notamment en termes de budget et de dette. Cet argument souligne l'importance de gérer ses ressources de manière efficace, que ce soit à l'échelle d'un pays, d'une entreprise ou d'un individu. Dans la vie professionnelle, cela signifie optimiser son temps, ses compétences et ses investissements pour éviter de gaspiller de l'énergie sur des projets non rentables. Enfin, la nécessité de préserver l'équilibre et la stabilité d'un système est un autre point fondamental. Un pays, une entreprise ou une famille ne peuvent fonctionner durablement que si les piliers fondamentaux sont solides. L'adhésion précipitée d'un État en difficulté peut fragiliser l'ensemble du bloc européen. De la même manière, dans une entreprise, un recrutement précipité ou une expansion trop rapide peuvent entraîner des problèmes structurels graves. Il est toujours préférable de renforcer ses bases avant d'envisager une croissance. Dans cette optique, voici quelques questions pour enrichir le débat. Comment concilier souveraineté et coopération dans un monde globalisé? Comment appliquer ces leçons dans la gestion de sa propre vie ou de son entreprise? Partagez vos réflexions en commentaire, votre avis est précieux. Merci à tous pour votre participation. À très bientôt.